Nous commençons donc cette journée de colloque en écoutant Adam Watt, qui est professeur à l'université d'Exeter et qui a beaucoup écrit sur Proust, notamment les deux ouvrages récents, Marcel Proust in Context, Introduction à l'œuvre de Proust, et Swann à 100 ans. Ce sont ses dernières publications. Et le titre qu'il nous a donné ce matin est « Essayer dans À la recherche du temps perdu, les intermittences d'un verbe ». À vous. Merci beaucoup. Merci de cette présentation et merci de votre invitation. Je suis très honoré d'être là, je suis ravi d'être là et de participer à ce colloque, d'être le premier intervenant du jour. Je vais essayer de ne pas vous décevoir trop. Bon, quand j'ai commencé à considérer le sujet Proust essayiste, il me venait tout d'abord à l'esprit de me pencher sur les essais et articles, sur les préfaces, les écrits journalistiques, tout ce qui est hors la recherche. J'ai pensé aux remarques de Roland Barthes concernant la tierce forme. Sur la question de l'essai et l'essayisme, j'ai pensé à l'abondante littérature critique dédiée au sujet, évoquée par Antoine Compagnon lors de la première séance de son cours en janvier, et en particulier à la monographie importante publiée en 2013 par Vincent Ferré et l'étude historique du genre publiée par Marielle Massé en 2006. Cependant, j'ai eu du mal à trouver une perspective sur ce matériel qui me convenait, qui me permettait de proposer quelque chose à la fois de nouveau, d'intéressant et de pertinent. Alors j'ai eu un changement d'esprit. Au lieu de me pencher sur la pratique de l'essai, je me suis demandé s'il ne valait mieux faire autrement et me pencher plus précisément sur le verbe lui-même. J'ai donc laissé de côté les débuts littéraires, les magnifiques pages sur Chardin et Rembrandt, même la fine argumentation de Contre l'obscurité. J'ai également écarté les journées de lecture, ainsi que les propos de 1920 et 1921 sur Flaubert et sur Baudelaire. J'ai remis mon chapeau de philologue et je me suis replongé dans le roman de Proust, à la recherche d'un verbe. Je voulais tenter un début d'étude sur l'essayer de Proust, le verbe, l'action, la notion. Il s'agirait d'interroger un aspect marquant du héros proustien, son désir incontournable de comprendre et d'apprécier ce qui se passe autour de lui. Il a une soif épistémologique inassouvissable qui le pousse à chaque fois qu'il échoue dans ses efforts d'essayer de nouveau, de réessayer, de tenter de voir clair. Dans mes propos aujourd'hui, je vous propose donc une exploration des intermittences du verbe « essayer » dans la recherche du temps perdu. Je voudrais commencer par une citation d'un auteur évoqué par Antoine Compagnon lors de la dernière séance du cours, et il y a quelques instants aussi. Il s'agit de Robert Musil. Il y a un passage dans son grand roman « L'homme sans qualité » où le narrateur nous confie, je cite, que « malheureusement, rien n'est plus difficile d'accomplir qu'une représentation littéraire d'un homme qui pense ». Il continue. Nous arrivons à la solution d'un problème intellectuel d'une façon plus ou moins comparable à celle dont un chien avec un bâton au dos essaye de passer par une porte étroite. Il tourne sa tête à gauche et à droite jusqu'à ce que le bâton passe. Nous faisons largement la même chose, mais à la différence que nous ne faisons pas de tentative sans discernement, mais savons d'avance, d'après nos expériences, comment ça se fait. J'ai cité ce passage de Musil dans mon premier livre sur Proust il y a 10 ans pour illustrer par analogie ce qui se passe dans les pages traitant de l'attente du héros dans le petit salon bibliothèque de l'hôtel du Prince de Guermantes vers la fin du temps retrouvé. Mais il me semble également apte ici, car il nous offre une image de l'attitude qui caractérise notre héros, à mon avis, tout au long du roman. Il essaye, il réessaye, il observe, il expérimente, il forme une hypothèse qui bientôt il reformule après avoir perçu tel ou tel défaut ou insuffisance dans ses prémices. Bref, le héros, de ce point de vue, est essayiste. Mais il faut avouer d'emblée que les problèmes, les rébus qui préoccupent le héros ont tendance à être bien plus compliqués que le passage d'un bâton à travers une porte. Ce sur quoi il essaie de discerner la vérité, c'est sa propre identité,
ou celle d'Albertine. Des bâtons donc de taille changeante et des portes de dimensions variables. Où faut-il aller pour trouver les premières indications de ce trait de caractère? Bon, j'hésite un petit peu ici, car la scène qui me vient tout d'abord à l'esprit est si bien connue, tant elle a été travaillée, mais elle m'offre quand même une première étape dans mon argument. Alors, avec mes excuses, la Madeleine. Pas besoin, je crois, de vous rappeler le contexte. D'où avait pu me venir cette puissante joie, se demande-t-il. Et il refait sa geste. Il reprend du thé. Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Après quelques réflexions, il poursuit ainsi. Je cite assez longuement, car ce passage contient toute une gamme des termes qui nous intéressent ici. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée. Au moment où je pris la première cuillerée de thé, je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et, pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine, mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Voici donc un moment fondateur pour le héros, moment marqué en fait par tout un champ lexical lié au verbe « essayer ». Ce sont les termes en caractère gras et vert, évidemment. Et il vaut la peine de commencer par cette scène si familière, car elle nous rappelle qu'en fait, la première fois que nous témoignons cet aspect du héros, son caractère d'essayiste, ses efforts ne mènent à rien. Essayer, acte volontaire, est un échec. Son désir est de répéter, de provoquer volontairement la révélation du mystère qui se passe en lui, mais tous ses efforts ne sont pour rien, comme nous le savons très bien. Néanmoins, le héros est marqué par cette attitude tout au long du roman. Par exemple, un peu plus loin, du côté de chez Swann, le narrateur revient sur ses expériences lors de ses promenades d'automne dans les environnements de la maison familiale. Quand j'essaie de faire le compte de ce que je dois aux côtés de mes églises, des humbles découvertes dont il fut le cadre fortuit ou le nécessaire inspirateur, je me rappelle que c'est cet automne-là, dans une de ces promenades, près du talus broussailleux qui protège Montjouvin, que je fus frappé pour la première fois de ce désaccord entre nos impressions et leur expression habituelle. Essayer est lié de nouveau ici à une tentative rétrospective d'apprécier la valeur de certains moments de son passé, mais ici avec succès. Dans la suite du passage, cependant, nous voyons que ce succès n'est que partiel. Le souvenir du narrateur est fiable, mais pour le jeune héros, ses efforts ne sont pas immédiatement remboursés, loin s'en faut. Et encore un passage bien connu. Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé. Zut, 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 zut. Mais en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir clair, voire plus clair dans mon ravissement. Tâcher, synonyme évidemment d'essayer, et la nécessité d'accomplir cet acte en apparence si simple, mais en même temps énormément complexe, est encore sentie par le narrateur lors de la dernière matinée guermante à l'autre bout du roman, dans le temps retrouvé. Suite à la série de souvenirs involontaires provoqués dans la cour de l'hôtel et dans le petit salon bibliothèque, le narrateur explique son attitude. Le morceau qu'on jouait pouvait finir d'un moment à l'autre et je pouvais être obligé d'entrer dans le salon. Aussi, je m'efforçais de tâcher de voir clair le plus vite possible, écho du passage que je viens de citer, le plus vite possible dans la nature des plaisirs identiques que je venais par 3 fois en quelques minutes de ressentir, et ensuite de dégager l'enseignement que je devais en tirer.
Ce qui suit, pendant le morceau qu'on jouait, c'est l'interrogation par le héros du statut des impressions laissées dans son fort intérieur par ses expériences antérieures. Il pense, il réfléchit et surtout il essaie de comprendre la nature et le rôle de ce qui vient de se passer en lui. Ce sont les pages qui ont évoqué pour moi l'extrait de Robert Musil cité il y a un moment. Quelques pages plus loin, nous retrouvons le réseau lexical qui m'intéresse. Le narrateur du temps retrouvé pense au moment que je viens d'évoquer lors de ses promenades à Combray. Je cite « Déjà à Combray, je fixais avec attention devant mon esprit quelque image qui m'avait forcé à la regarder, en sentant qu'il y avait peut-être sous ces signes quelque chose de tout autre que je devais tâcher de découvrir, une pensée qu'il traduisait, etc. Et toutes ces expériences marquantes, c'est-à-dire les clochers de Martinville, la Madeleine, les pavés inégaux, dit-il, il fallait tâcher d'interpréter les sensations comme les signes d'autant de lois et d'idées, en essayant de penser, c'est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j'avais senti, de le convertir en un équivalent spirituel. Voilà donc les deux bouts de la trajectoire du héros essayiste. Dans l'entre-deux, cependant, il y a, comme on dit, tout un roman. Et pour le héros, depuis son premier séjour à Balbec, c'est-à-dire la deuxième partie d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, dont nous fêtons le centenaire cette année, jusqu'au temps retrouvé, ce qui retient la plus grande partie de son attention est Albertine, la jeune fille puis la jeune femme qu'il fascine et l'obsède comme un problème à résoudre, un théorème ou une équation à déchiffrer, les résultats d'une expérience scientifique à interpréter. En effet, dans La prisonnière, le narrateur réfère à ce qui le tient lié à Albertine comme cet extrait algébrique. Et un peu plus loin, il parle de l'algèbre de la sensibilité. La relation avec Albertine est en quelque sorte une série d'essais et d'erreurs, ce qu'on dirait en anglais « trial and error », dont le but ultime est de bien comprendre son identité, ses désirs véritables. Ici, je vous rappelle une remarque faite par Milan Kundera dans son essai sur le roman « Le rideau », qui me semble pertinente. Je cite « L'omniprésence de la pensée n'a nullement enlevé au roman son caractère de roman. Elle a enrichi sa forme et immensément élargi le domaine de ce que seul le roman peut découvrir et dire. » Ceci m'intéresse beaucoup, car la pensée, comme nous verrons par la suite, est au cœur de la grande majorité des scènes où le héros agit en essayiste. Je crois que nous pouvons dire avec Kundera que ces scènes qui représentent la mise en action de la pensée, si vous voulez, servent effectivement à enrichir et élargir ce qui peut figurer dans la sphère du roman. Après la première rencontre après la première rencontre du héros avec Albertine, il se rend compte de la nécessité de réviser les jugements qu'il avait formés au sujet de la jeune fille. Sa perspective change et l'objet de ses attentions change aussi. Ainsi, ce n'est qu'après avoir reconnu non sans tâtonnement les erreurs d'optique du début qu'on pourrait arriver à la connaissance exacte d'un être si cette connaissance était possible. Mais elle ne l'est pas. Car tandis que se rectifie la vision que nous avons de lui, lui-même, qui n'est pas un objectif inerte, change pour son compte. Nous pensons le rattraper, il se déplace. Et, croyons le voir enfin plus clairement, ce n'est que les images anciennes que nous en avions prises, que nous avons réussi à éclaircir, mais qui ne le représentent plus. Ce passage nous rappelle l'envergure extraordinaire du défi que représente Albertine pour le héros. Et la présence ici du nom « tâtonnement » élargit encore le champ lexical associé à son caractère d'essayiste. Ceci est un moment où il reconnaît lucidement la nature de ce qu'il fait. En plus, ces tâtonnements pour arriver à une connaissance d'Albertine nous rappellent aussi le jeu de clair-obscur dans les premières pages de la recherche. Le mot ne figure pas dans le texte, mais on peut quand même constater que l'ouverture du roman consiste en un récit qui procède par supposition, expérience, essais hasardeux ou empiriques, tous visés à mieux comprendre qui il est et où il peut bien se trouver. Autrement dit, il consiste en tâtonnement existentiel. Le côté essayiste du héros est donc présent dès le début du roman.
Dans La prisonnière, la jalousie du héros motive sa perpétuelle construction d'hypothèses. En tant qu'essayiste inlassable, il s'acharne à découvrir, par tous les moyens nécessaires, la vérité sur Albertine. Cette relation a été récemment explorée de façon vraiment captivante dans un texte poético-critique par la poète canadienne Anne Carson, intitulé The Albertine Workout, traduit récemment en français en 2017 au Seuil par Christophe Clareau sous le titre Atelier Albertine, un personnage de Proust. Je vous en recommande la lecture. Mais je reviens à mon propos. Dans Albertine disparue, après le départ imprévu d'Albertine, bien qu'encore obsédé par cette question, le héros commence à douter de ses capacités inquisitoriales. Il commence à reconnaître les limites de l'intelligence pour ceux qui cherchent la vérité. L'essayiste, jusqu'ici féru de des capacités de son intelligence, se rend compte qu'il faut aussi être ouvert aux leçons de l'expérience. Et c'est une citation capitale, je crois. C'est la vie, suggère-t-il dans Albertine disparue, qui, peu à peu, cas par cas, nous permet de remarquer que ce qui est le plus important pour notre cœur ou pour notre esprit ne nous est pas appris par le raisonnement, mais par des puissances autres. Et alors, c'est l'intelligence elle-même qui, se rendant compte de leur supériorité, abdique par raisonnement devant elle et accepte de devenir leur collaboratrice et servante. Foi expérimentale. Et avec cette dernière phrase, peut-être la plus courte de la recherche, le narrateur fait ressortir l'évolution de son essayisme. Et je suis frappé encore par la proximité entre les sentiments exprimés ici et le passage de Musil cité plus haut. La solution d'un problème intellectuel n'est pas toujours trouvée grâce uniquement aux moyens intellectuels de la personne en question, mais des fois par une méthode expérimentale et pragmatique qui peut résulter en une réjection intelligente de l'intelligence. Après la période de vie ensemble avec Albertine, ayant reconnu la valeur de l'expérience, de la vie, le héros fait cependant la douloureuse découverte que son engagement phénoménologique avec le monde n'est pas intermittent. Après la fuite et la mort d'Albertine, il est torturé précisément par le genre de détails que d'habitude il cherchait à capturer. Il s'applique à résister les mécanismes de la mémoire, mais inutilement. Excusez-moi. Ce n'était plus assez de fermer les rideaux, de boucher les yeux et les oreilles de ma mémoire, etc. Je tâchais d'éviter ces sensations que donne l'humidité des feuilles dans le soir, la montée et la descente des roues en dodane. Mais ça ne marche pas. Ce passage est effectivement arrangé sous la rubrique des intermittences du cœur, sauf qu'ici, nous voyons combien le héros, d'habitude caractérisé par sa curiosité et sa soif épistémologique et sa persévérance acharnée, essaie, sans succès, justement, de résister les révélations de la mémoire involontaire. Bientôt, son attention est attirée par la publication de son article dans le Figaro, un moment de bonheur relativement rare dans cette partie de la recherche. Mais très rapidement, son plaisir à reconnaître qu'il a finalement été publié cède à son désir de pénétrer dans la vie des autres. Les mouvements de sa pensée, encore une fois, marqués par le champ lexical qui maintenant nous est familier. Au moment même où j'essaie d'être un lecteur quelconque, je lis un auteur, mais pas un auteur seulement, pour que l'être impossible que j'essaie d'être réunisse tous les contraires qui peuvent m'être les plus favorables. Si je lis un auteur, je me juge un lecteur. Mais maintenant, en m'efforçant d'être lecteur, si je me déchargeais sur les autres du devoir douloureux de me juger, je réussissais du moins à faire table rase de ce que j'avais voulu faire en lisant ce que j'avais fait. Je lisais l'article en m'efforçant de me persuader qu'il était d'un autre. Sa curiosité irrépressible le pousse à mener de nouvelles expériences intellectuelles, c'est-à-dire il essaie à maintes reprises de se mettre dans la peau des autres lecteurs. De nouveau, son expérience est enrichie par son attitude d'essayiste, car il se rend
compte mieux de la complexité extraordinaire de la lecture, cette merveille herméneutique quotidienne, mais il est en même temps confronté par l'impossibilité qu'il veut accomplir. Et ce moment de déception est une illustration du dicton formulé un petit peu plus tôt dans le volume. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi. Mais pour revenir à la trame narrative d'Albertine disparue, il faut avouer qu'avec la mort d'Albertine, le héros est donc forcé, petit à petit, de réévaluer et en quelque sorte de reconstruire son attitude. Il ne cesse pas d'interroger son passé, mais ses réflexions sont marquées d'une nouvelle sensibilité au risque de ses démarches intellectuelles. Je cite, « L'habitude de penser empêche parfois d'éprouver le réel, immunise contre lui, le fait paraître de la pensée encore. » Cette courte phrase, trouvée dans le 2e chapitre d'Albertine disparue, est frappante dans sa franchise et sa lucidité. Et la métaphore médicale, si commune chez Proust, met en lumière un autre avatar du héros essayiste, le scientifique qui mène des essais cliniques, avec la différence importante que tous les membres du groupe de sujets testés n'existent que dans sa tête. Quand il reçoit à Venise le télégramme qui semble être d'Albertine d'outre-tombe, il y a une sorte d'accélération dans son deuil. Maintenant qu'Albertine, dans ma pensée, ne vivait plus pour moi, la nouvelle qu'elle était vivante ne me causa pas la joie que j'aurais crue. Albertine n'avait été pour moi qu'un faisceau de pensées. Elle avait survécu à sa mort matérielle tant que ses pensées vivaient en moi. En revanche, maintenant que ses pensées étaient mortes, Albertine ne ressuscitait nullement pour moi avec son corps. La répétition du nom « pensée » ici est frappant dans le contexte de la citation précédente. Si on pense trop, on risque de perdre le réel. Mais reconnaître l'immatérialité d'une pensée ou d'un faisceau de pensée peut nous protéger contre les chocs contingents du présent, tel ce télégramme imprévu. Essayez donc. En poursuivant ce verbe et un groupe assez restreint de synonymes et d'éléments lexicaux associés et germains, nous avons pu offrir, je crois, j'espère, un survol d'une dimension fascinante du héros qui évolue à travers le déferlement du roman. Bien que l'involontaire reste clé pour l'esthétique proustienne, bien que la valeur de l'intelligence soit dénigrée et mise en doute par le narrateur lui-même à plusieurs reprises, une interrogation du rôle de l'application intellectuelle, de l'effort de la pensée, tel qu'il est incarné dans le verbe « essayer », nous rappelle combien de leçons importantes sont apprises par le narrateur quand son but ou son désir épistémologique sont ratés ou frustrés. La poursuite de ces termes dans la recherche nous révèle comment, et pour conclure ici, j'emprunte à un livre récent de Terence Cave, ce que nous appelons la littérature incarne à la fois le saut en avant de la langue pour attraper le mouvement rapide de la pensée et la capacité de la pensée d'improviser avec le langage, de le mener là où aucun locuteur n'est encore allé. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Adam de ce premier exposé qui était bien placé, puisqu'il explore les possibilités de ce verbe « essayer » et nous ramène à cet expérimentalisme de Proust. Ma première remarque, ce sera en effet pour revenir à ce que je suggérais en commençant. La visée reste tout de même celle de la formulation de loi. L'expérience, si la pensée peut servir de dissimulation du réel, il n'y a nul renoncement à la formulation de loi chez Proust, me semble-t-il. Ce qui marquerait peut-être tout de même une différence avec
les penseurs du roman qui suivront au XXe siècle. Quand Kundera dit qu'il y a des choses que seul le roman peut découvrir et dire, je ne crois pas que ce soit des lois. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est une phrase qui m'a toujours un peu laissé perplexe que celle-là. Je crois que je l'ai citée peut-être dans ma leçon inaugurale, parce que c'est une phrase qui me tracasse depuis longtemps. Calvino disait à peu près la même chose également. Voilà, deux premières questions hein, sur les lois et sur la proposition de Kundera. Bon, pour les lois, j'ai l'impression que enfin, ce qui me frappe avec ce champ lexical, c'est que ça mène très souvent à l'échec. À l'échec. Donc, si c'est vers la fin du roman qu'il formule ces lois, c'est que il ne peut arriver à ce point de formuler ces lois que c'est la nécessité de l'échec qui est mise en lumière par ce caractère d'essayiste chez le narrateur. Ou bien, on pourrait suggérer peut-être que enfin, l'approche essayer, c'est sa première loi. Il faut essayer, il faut rater, il faut reformuler. Pour la citation de Kundera, c'était un peu risqué parce que je suis un peu du même avis que vous, que enfin, elle a enrichi sa forme et immensément élargi le domaine de ce que seul le roman peut découvrir. Il y a une tension entre cet élargissement et le fait que c'est seul le roman qui peut faire cette chose. Mais le lien pour moi, c'était enfin, la présence de la pensée. Pour moi, dans le texte, essayer pour le héros, c'est presque toujours lié à l'acte de la pensée. Alors, j'ai apprécié la réflexion sur la lecture de l'article du Figaro comme expérience. Hein. Bon, j'ai dû faire un cours, je crois, sur cet article, mais d'un tout autre point de vue, puisque celui que vous avez adopté aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est en effet cette... comme on parle aujourd'hui, c'était une notion à la mode, hein, celle d'expérience de pensée. Proust effectue une expérience de pensée devant cet article du Figaro qu'il trouve dans son courrier, le lire comme s'il était tous les lecteurs, un autre lecteur, et puis peu à peu tous les lecteurs parisiens qui le découvrent ce matin-là. Donc c'est une expérience qui se produit à différentes reprises dans la recherche du temps perdu, mais qui là est tout à fait bien décrite. J'ai aussi apprécié ce que vous avez dit de l'expression de foi expérimentale, hein, qui combine au fond la dimension de l'expérience et la dimension de la foi, justement. C'est une expression assez curieuse. Oui, tout à fait. Oui, ça m'a beaucoup frappé. Enfin, c'est une phrase très très courte, bien sûr, mais enfin, le fait qu'il utilise ce terme foi. Oui, j'ai. Oui, enfin, c'est le début de la fin. C'est l'approche
de l'adoration perpétuelle. Mais c'est beaucoup plus tôt. Je crois qu'on a des micros. Qui veut intervenir, qui veut poser des questions sur ce... Il y a des micros qui sont posés là. Oui.